L'ogresse de la Goutte d'Or. C'est ainsi qu'était surnommée Jeanne Weber, en référence au quartier de Paris où elle a commis ces terribles crimes. Tout commence lorsque cette Bretonne sans histoire se met à étrangler à main nue plusieurs enfants dont on lui avait confié la garde. Des doutes s'imposent quant à son implication, car celle-ci nie les faits et des rumeurs ne tardent pas à courir dans les rues de Paris, affirmant qu'elle aurait également tué ses propres enfants. Jeanne Moulinet voit le jour le 7 octobre 1874 à Quéréty. Née d'un père pêcheur et d'une mère fermière ménagère, elle vit dans une petite ferme avec ses 4 frères et sœurs dont elle s'occupe. À l'âge de 14 ans, cette petite Bretonne quitte la maison familiale pour s'installer à la capitale afin de trouver un travail dans une maison bourgeoise. Jeanne n'est pas très belle, pas très dégourdie et elle est illettrée, mais elle va tout de même trouver un poste de bonne chez un architecte du nom de Robert. Durant les 2 premières années, Jeanne s'occupe des 5 enfants du couple, sans problème, avec amour et bienveillance. Mais tout bascule lorsque Monsieur Robert pénètre un soir dans la chambre de l'adolescente et lui saute dessus. Jeanne a alors 17 ans, elle n'a jamais eu de petit copain et cette attention que lui porte Monsieur Robert ne va pas la laisser indifférente. Elle va prendre goût à cette nouvelle relation qui se crée entre elle et son patron. Et tous les soirs, elle va l'attendre dans sa chambre. Cette relation cachée prend fin lorsque Jeanne tombe enceinte. Monsieur Robert l'emmène voir un médecin afin de la faire avorter et lorsqu'elle revient au domicile de son amant, celui-ci a changé. Par peur qu'elle ne parle à sa femme, il décide de la licencier sans lui donner d'explication. Cette rupture va anéantir la jeune Bretonne. Elle va enchaîner divers petits boulots jusqu'à ce qu'elle soit engagée par un rentier qui la considère comme la bonne à tout faire. Jeanne passe ses journées à faire des corvées ingrates tout en rêvant de retrouver Monsieur Robert. Au lieu de ça, elle va finir par rencontrer Jean Weber, un camionneur breton réputé pour être un alcoolique. Jeanne n'est pas du tout intéressée par cet homme, mais très vite il va la demander en mariage et elle accepte à contre-cœur car cela lui permettra de quitter son maudit travail. Elle se marie donc en 1893 et s'installe avec son mari dans le quartier de la Goutte d'Or. Très vite elle tombe enceinte et met au monde un petit garçon nommé Rémi. Malheureusement, le petit meurt brutalement à 3 mois et demi. Jeanne est-elle responsable? Personne ne le sait, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'elle ne voulait pas de cet enfant. En 1896, elle accouche d'une petite fille mort-née. Le sort s'acharne sur le couple qui commence à perdre pied, et notamment Jean qui rêve d'avoir des enfants. Jeanne retombe alors enceinte d'un petit garçon prénommé Marcel, et cette fois-ci, le miracle se produit. L'enfant se porte à merveille, ce qui ne semble pas réjouir Jeanne, qui ne lui porte aucun intérêt. Personne ne connaît réellement le passé de Jeanne, et tout le monde la décrit comme une femme ordinaire qui n'hésite jamais à rendre service. Si bien qu'en décembre 1902, elle propose de s'occuper de la petite Lucie, la fille d'Alphonse Alexandre, un veuf voisin de la famille. Quand il rentre chez lui, il retrouve sa petite fille dans un état catastrophique. Et quelques heures plus tard, elle décède d'une pneumonie aiguë. Quelques mois plus tard, en 1903, la famille Poyata confie leur petite Marcella âgée de 3 ans à l'ogresse. Et là encore, quelques heures plus tard, la petite meurt dans les bras de Jeanne. Selon le médecin, il s'agit d'un nouveau cas de pneumonie fulgurante. Bizarrement, après cela, pendant 2 longues années, il n'y aura plus de mort autour de Jeanne, ce qui permet entre autres de la laver de tout soupçon. Mais tout bascule le 2 mars 1905 quand la femme de son beau-père part laver son linge et confie à Jeanne sa petite fille Georgette, âgée d'1 an et demi. Tout se passe bien jusqu'à ce que des hurlements se font entendre dans la maison. Quelqu'un appelle à l'aide si fort qu'une voisine est alertée. Elle débarque aussi rapidement que lui permettent ses jambes et lorsqu'elle pénètre dans la pièce, elle tombe nez à nez avec Jeanne. Elle a les mains posées sur la poitrine du nourrisson et tout en sanglotant, elle raconte que l'enfant a fait un malaise. La voisine constate rapidement que la petite Georgette a la langue qui pend et a du mal à respirer. Mais ce qui l'intrigue le plus, c'est le foulard qui encercle le cou de l'enfant. Elle fait remarquer à Jeanne qu'il est trop serré, mais cette dernière lui répond qu'il est très bien comme ça. La voisine s'en va immédiatement informer la mère qui se dépêche de rentrer, et lorsqu'elle prend sa fille dans les bras, le miracle se produit. La petite Georgette retrouve son souffle. Rassurée, la mère retourne la voir pour finir sa lessive, mais 3 quarts d'heure plus tard, elle est à nouveau alertée.
Et cette fois-ci, il est trop tard. Georgette est morte et tout le monde remarque qu'elle a le cou violacé. Malheureusement, le médecin, lui, ne signale rien et délivre un permis d'inhumer le corps. Aucune enquête ne sera donc ouverte pour le décès du bébé. Une semaine plus tard, c'est à nouveau le drame. La même belle-sœur confie cette fois-ci sa fille aînée, Suzanne, âgée alors de 2 ans et demi. Très rapidement, un problème survient et cette fois-ci on prévient le père, qui était camionneur sur un chantier. Il accourt et découvre sa petite fille. Elle a les yeux révulsés et de l'écume aux lèvres. Son état laisse penser à un empoisonnement. Alors pour y remédier, Suzanne ingère un vomitif et bizarrement, elle se sent beaucoup mieux. Le père rassuré repart alors travailler, mais quelques heures plus tard, on le rappelle. Suzanne est décédée. Cette fois-ci, le médecin refuse de signer le certificat de décès. 2 morts en si peu de temps, ça pose des questions. Il prévient donc le commissaire qui ordonne une expertise médicale. Mais le médecin chargé de l'affaire conclut que la petite Suzanne est morte due à des convulsions. Elle est donc enterrée à côté de sa petite sœur, Georgette. 2 semaines plus tard, les drames continuent. Jeanne garde chez elle une autre de ses nièces. Il s'agit de Germaine, âgée de 7 mois, et c'est la cousine de Suzanne et Georgette. La mère dépose l'enfant, puis s'en va faire des courses, mais quand elle revient, elle trouve Jeanne penchée sur le berceau de la petite qui suffoque. Paniquée, elle court chercher de l'aide, mais quand elle revient, cette petite fille est déjà morte. Et le médecin conclut simplement à une mort naturelle. 2 enfants voisins et 3 enfants d'une même famille ont perdu la vie en étant en contact de Jeanne. On en vient à se demander si la famille Weber n'a pas une malédiction qui plane sur elle ou si elle n'a tout simplement pas de chance, car 2 jours plus tard, c'est au tour de Marcel Charles, le propre fils de Jeanne, de décéder après avoir été plongé dans un coma. Et encore une fois, le médecin n'y voit que du feu et conclut à une affection de la gorge ayant entraîné une gêne respiratoire. Un peu plus tard, le 5 avril 1905, Jeanne invite une de ses belles-sœurs à déjeuner. Et cette dernière se présente chez l'ogresse avec son petit garçon de 2 ans, prénommé Maurice. Pendant le repas, Jeanne avoue avoir peur et se confie sur les rumeurs qui courent autour d'elle. En effet, les gens racontent qu'elle aurait tué les enfants. Mais la mère du petit Maurice, elle, n'a aucun doute. Il faut dire qu'à cette époque, la mortalité infantile était élevée, ce qui couvrait facilement les agissements de l'ogresse. Et puis, c'était sa belle-sœur. Elle avait toute confiance en elle. Alors elle aussi, à son tour, part faire une course et laisse son garçon entre les mains de Jeanne. Et quand elle revient, elle trouve Maurice haletant sur le lit. Il a le visage tout congestionné et la gorge tachée d'échymose. Quant à Jeanne, elle se tient près de lui, avec une expression étrange sur le visage. La mère réagit instantanément et emmène son fils à l'hôpital. Il est pris en charge par un jeune interne qui réussit à le sauver. Il remarque d'ailleurs les marques sur le cou de la victime et décide d'alerter son supérieur, mais malheureusement ce n'est qu'un interne. Sa parole n'est pas vraiment prise en compte et son chef de service ne donne pas suite. En revanche, pour les parents de Maurice, les déclarations de l'interne sont prises très au sérieux. Pour eux, c'est la coïncidence de trop. Et après 3 jours de réflexion, ils décident de porter plainte contre Jeanne en dressant la liste de toutes les morts suspectes qu'il y a eu autour d'elle, incluant celles de ses propres enfants. Le commissaire Jules Momentel prend l'affaire très au sérieux et ouvre une enquête. Il va alors interroger chaque protagoniste et tous accusent Jeanne d'être à l'origine de la mort de leurs enfants. Il décide alors de convoquer la principale concernée et lorsque l'ogresse débarque dans le bureau du commissaire, il découvre une femme en colère. L'interrogatoire dure 2 longues heures. 2 longues heures durant lesquelles Jeanne fulmine, pleure et nie en bloc, déclarant que ses belles-sœurs l'accusent car elles la détestent. Pas convaincu, le commissaire décide de l'envoyer directement en garde à vue. Le lendemain, Jeanne se retrouve devant le juge d'instruction. Beaucoup plus calme à présent, elle continue de nier et déclare qu'il est impossible pour elle de faire du mal aux enfants, elle qui les aime tant. Le juge n'est pas convaincu non plus, et au vu des présomptions concordantes qu'il y a dans son dossier, il la renvoie devant la cour d'assises pour homicide volontaire sur 3 enfants et tentative d'homicide volontaire sur 1 enfant. Avec ces accusations, Jeanne risque la guillotine, alors en attendant son procès, elle est convoquée directement à la prison de Saint-Lazare. Rapidement, la presse s'empare de l'histoire et accable Jeanne en lui donnant le surnom de l'ogresse de la Goutte d'Or. Le 29 janvier 1906 s'ouvre le procès de Jeanne, en prison depuis 7 mois maintenant. L'histoire a fait tellement de bruit qu'il y a une foule devant le palais de justice de Paris. Tous veulent voir l'ogresse, ce monstre qui assassine des enfants. Et lorsqu'elle entre dans le box des accusés, ce n'est pas une sorcière que le peuple découvre, mais une petite femme d'une trentaine d'années, plutôt laide, avec des joues molles, une femme tout simplement modeste et assez effacée.
l'exact opposé de l'allure dont on pourrait s'imaginer en parlant d'une étrangleuse d'enfants. Le procès commence et tout de suite le président met les pieds dans le plat. Il trouve étrange qu'à chaque fois qu'un enfant est confié à cette femme, il lui arrive malheur. De plus, le procédé est toujours le même. Les parents sont absents, l'enfant présente un cou violacé, les yeux révulsés, et tous les témoins s'accordent pour dire que Jeanne s'obstine à maintenir ses mains sur la poitrine de l'enfant. L'accusé se défend en rappelant que Georgette, la première victime, était déjà malade au moment des faits. Mais le président, lui, campe sur ses positions et réitère le fait que les deux sœurs sont mortes dans les mêmes circonstances. L'avocat de Jeanne, maître Henri Robert, qui assure gratuitement sa défense, lui vient au secours et fait remarquer que la science nie la possibilité de provoquer la mort par pression du thorax. Il va même mettre en avant le fait que les maladies cardiaques sont fréquentes dans la famille de la mère des deux victimes. Des médecins sont appelés à la barre, le premier est le chef de l'hôpital où le petit Maurice a été soigné, et il revient sur ses dires en affirmant qu'il n'a jamais prononcé le mot strangulation, mais qu'il a parlé de constriction, ce qui est bien différent. Jeanne marque donc un point. Monsieur Léon Toineau, professeur de médecine légale à la faculté de Paris, vient lui aussi à la barre. Il a autopsié les 3 victimes après les avoir exhumées de leur tombe. Et il affirme que la mort n'est pas survenue par strangulation, car il n'y a pas de lésion sur la partie externe du cou. Et il rajoute qu'il a découvert dans les bronches de Georgette un ganglion qui lui a permis d'attribuer sa mort à la tuberculose. Quant aux autres victimes, y compris Maurice, ils ont tout simplement eu des convulsions. C'est un vrai retournement de situation qu'il est en train de se passer. Ces témoignages vont venir chambouler le procès à tel point que l'avocat général est contraint de battre en retraite et demande au jury de prononcer l'acquittement de Jeanne au vu des preuves qui ne permettent pas de prouver sa culpabilité. Les jurys délibèrent et le verdict tombe. Jeanne Weber est acquittée. Les parents sont furieux. Pour eux, il n'y a pas eu de justice et ils en sont convaincus. Elle est coupable et elle recommencera. Désormais libre, Jeanne Weber rentre chez elle la tête haute. Elle a réussi à convaincre les jurés, mais pour son mari c'est une autre affaire. Il ne veut plus la voir. Et il n'est pas le seul. Le reste de la famille non plus. Et les voisins aussi. Pour eux, elle est coupable. C'est trop pour Jeanne qui tente alors de mettre fin à ses jours en sautant d'un pont pour se jeter dans la Seine. Elle est sauvée in extremis et tout de suite des articles fusent. L'ogresse devient aux yeux de tous une pauvre femme malheureuse, une martyre innocente. Désormais reniée de sa famille par alliance, Jeanne quitte alors la capitale pour la province. Elle s'arrête à Jouy, puis à Villedieu, et le 13 mars 1907, elle rencontre Sylvain Bavouzet. L'homme est un riche agriculteur, père de 3 enfants, il a suivi toute l'affaire de la pauvre Jeanne et il est persuadé de son innocence. Pour lui, elle est victime de l'acharnement médiatique et de son entourage. Il lui propose alors de l'accueillir chez elle, à Chambon, afin qu'elle s'occupe de ses enfants, Germaine 16 ans, Louise 11 ans et Auguste 9 ans. Il lui conseille même de prendre un autre nom et de se faire passer pour la cousine de son épouse décédée afin d'éviter tout ennui au village. C'est donc avec joie que Jeanne saute sur l'occasion et s'en va dans sa nouvelle maison sous le nom de Jeanne Glaise. Pendant 6 longues semaines, tout se passe bien au sein de la famille Bavouzet. Et les enfants trouvent même cette cousine dont ils ignoraient l'existence plutôt charmante. Mais tout bascule le 16 avril. Auguste, le plus jeune des enfants, trouve la mort alors qu'il était seul avec Jeanne. Pour le médecin, cette mort est plutôt suspecte, alors il refuse de signer le certificat de décès et prévient le maire. Ce dernier alerte alors le procureur de la République de Châteauroux et rapidement, une autopsie est demandée. Mais malheureusement, elle se révèle non concluante. Jeanne s'en tire à nouveau, mais pas pour longtemps, car Germaine, l'aînée, est persuadée qu'elle a tué son petit frère. Déterminée, elle va mener son enquête et tout prend son sens lorsqu'elle retrouve de vieux journaux que gardait son père. Elle parcourt les articles jusqu'à ce qu'elle tombe sur l'affaire de la goutte d'or. Il y a une photo en page de couverture, et là, c'est le choc. La jeune fille reconnaît Jeanne. Sans attendre, Germaine se présente à la gendarmerie. Toute paniquée, elle raconte aux forces de l'ordre que la femme que son père a fait venir chez eux n'est pas une cousine de sa mère morte, mais qu'il s'agit de Jeanne Weber, l'ogresse, l'étrangleuse comme l'appellent certains journaux, et qu'elle en est sûre. Cette femme a étranglé et tué son petit frère. Elle leur montre les pages du Petit Parisien qu'elle a soigneusement déchirées dans l'espoir de les convaincre. Les gendarmes, eux, n'en reviennent pas. D'autant plus que la jeune fille est terrifiée et les supplie de les protéger, elle et sa petite sœur. Ni une ni deux, les gendarmes réouvrent l'affaire et commencent alors à mener leur petite enquête. Le parquet de Châteauroux demande alors le dossier de l'affaire de la goutte d'or à Paris et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Un correspondant du journal Le Matin a prévenu sa rédaction:
et à nouveau, Jeanne Weber se prend les foudres de la presse qui ressort son statut d'ogresse. Les gendarmes questionnent alors le médecin qui avait examiné le corps du petit Auguste et celui-ci est formel. Il y avait des marques autour du cou de l'enfant. Le parquet demande alors une autopsie. Le légiste relève une trace de méningite tuberculeuse, mais affirme qu'il n'est pas mort de ça car il a trouvé dans le péricarde des dépôts de sang noir qui lui semblent être le résultat d'un étouffement progressif ou d'une compression du cœur. Et il tient même à souligner qu'il y avait une empreinte sur le front et autour du cou. Jeanne est immédiatement arrêtée et placée en garde à vue. Mais fidèle à elle-même, elle nie et se positionne en sauveteuse, car elle a tout fait, selon elle, pour empêcher le petit Auguste de mourir. Elle était persuadée qu'il avait une méningite, car elle avait déjà vu ce genre de choses à la prison de Saint-Lazare. Mais pour le juge, Jeanne est trop mêlée aux morts qui surviennent dans des circonstances particulières. Elle a beau pleurer, s'apitoyer sur son sort, personne ne la croit et le soir même, elle retourne en prison pour 8 mois. Jeanne Weber ne perd pas espoir et reprend le même avocat qui s'empresse d'exiger une contre-expertise du corps d'Auguste. Et il tient à ce qu'elle soit réalisée par le professeur Thoineau, le même qui avait blanchi Jeanne lors de son premier procès. La seconde autopsie est donc réalisée en plein air, dans le cimetière, et les résultats tombent rapidement. Pour le professeur, Auguste n'est pas mort à la suite d'une quelconque violence. Il est simplement mort de fièvre typhoïde. Quand le juge lit le rapport, il est à moitié convaincu. Pour lui, il est clair que le légiste n'a pas voulu dire qu'elle était coupable, car il avait dit avant qu'elle ne l'était pas pour les autres. Il refuse alors de libérer Jeanne et demande une expertise indiscutable en désignant 3 autres experts venus de Paris, Montpellier et Bordeaux. À ce moment-là, la presse change à nouveau son fusil d'épaule en traitant le juge de tortionnaire et Jeanne victime d'acharnement judiciaire. 5 mois après le décès, le cadavre d'Auguste est très abîmé, alors les experts vont se contenter de travailler sur les rapports du professeur Thoineau. Et lorsqu'ils rendent leur rapport en décembre, ils concluent à une mort naturelle. Jeanne est donc immédiatement libérée et lavée de tout soupçon. Elle rentre à Paris en héroïne, escortée par les journalistes qui l'ont soutenue. De nouveau à la capitale, Jeanne se retrouve sans ressources. Sans famille, ni amis et sans toit. Un magistrat philanthrope, le juge Bonjean, décide de prendre l'ogresse sous son aile car pour lui, elle est innocente et digne d'intérêt par le calvaire qu'elle a subi. Il va alors lui trouver un poste dans une clinique pour enfants malades à Fongombo et elle y exercera sous le nom de Marie Lemoine. Mais elle ne va pas rester bien longtemps car le personnel la surprend les mains serrées autour du cou d'un petit garçon atteint de la variole. Le directeur préfère étouffer l'affaire et renvoie Jeanne plutôt qu'engager des poursuites. Elle retourne donc à Paris sans but. Jeanne erre dans les rues jusqu'au jour où elle décide de se rendre à la gendarmerie où elle avait été convoquée la première fois. Elle demande à s'entretenir avec le même commissaire qui l'avait questionnée. Et à la surprise générale, Jeanne va faire des aveux. Elle reconnaît avoir tué ses nièces ainsi que le petit Auguste et reconnaît même la tentative d'étranglement sur Maurice. Après toutes ces années, la police détient enfin des aveux. Jeanne Weber est bien une ogresse, mais personne ne veut ouvrir d'enquête car si c'est le cas, si c'est bien elle la responsable, tous ceux qui se sont mouillés pour la disculper seront ridiculisés. Jeanne est donc déclarée folle et envoyée dans un hôpital pour aliéner. Désormais enfermée chez les fous, Jeanne reçoit énormément de courriers de fans et celui de Joseph Joly, un vigneron de Les Saint-Rémy en Moselle, va attirer son attention. L'homme a 40 ans et lui propose de le rejoindre en glissant 20 francs dans la lettre pour payer le billet de train. Jeanne ne réfléchit pas vraiment et une fois qu'elle est déclarée saine d'esprit et apte à sortir de l'hôpital, elle se rend à la gare direction la Moselle. Le 25 avril 1908, elle débarque donc chez Joseph Joly. La maison est plutôt sympa, ce qui convient parfaitement à Jeanne, qui décide de se montrer très mignonne avec son hôte. Mais très vite, l'ogresse se lasse et elle va commencer à fréquenter le café du coin où elle va passer son temps à se saouler grâce à l'argent qu'elle vole à Joseph. Elle rencontre alors Émile Boucherie, un ouvrier, et elle devient sa maîtresse. Le 3 mai, Joseph découvre le petit manège et met Jeanne à la porte qui s'empresse de s'installer chez son amant à Commercy dans une sorte d'auberge tenue par la famille Poirot. Jeanne va se livrer à la prostitution et se lie d'amitié avec les logeurs qui sont parents de 2 petits garçons, Fernand 9 ans et Marcel 6 ans. Le 10 mai 1908, Jeanne propose de passer la nuit avec le petit Marcel pour qu'il ne se retrouve pas seul pendant que ses parents travaillent au bar. La mère accepte. Vers 22h, des voisines entendent des bruits étranges dans la chambre. Inquiètes, elles alertent aussitôt la mère qui s'empare des doubles de clés et ouvre la porte. Et là, c'est le choc. Elle découvre le cadavre de son petit Marcel gisant sur le lit, la bouche en sang,
le visage violet. Jeanne, quant à elle, se tient à côté, silencieuse. Elle a le regard vide. Les gendarmes sont appelés, ils la menottent et l'emmènent pour la placer en garde à vue. Lorsqu'elle décline son identité, les gendarmes n'en reviennent pas. Et ils avertissent immédiatement le procureur qui fait venir un légiste de Nancy. Et pour qu'il n'y ait pas de contestation possible, il lui demande de réaliser l'autopsie devant plusieurs témoins et confrères. Le rapport est sans appel. Marcel a été étranglé. Il y a d'abord des marques sur le cou et l'aspect des poumons ainsi que la trachée indiquent une mort par asphyxie. La tête présente de nombreuses ecchymoses, indiquant qu'il a été maintenu et frappé. Il lui manque 2 incisives et le pire, c'est que sa langue a été sauvagement arrachée. Jeanne refuse de reconnaître le meurtre du petit Marcel et elle est envoyée en prison en attendant son procès. Seule, sans avocat pour la défendre comme elle le désirait, l'enjeu de ce nouveau procès est de savoir si elle a toute sa tête ou non. À cette époque, la psychiatrie n'est pas plus avancée que la médecine légale. Le professeur italien Lombronso, considéré comme un grand criminaliste de l'époque, examine Jeanne à travers une photo en se référant à la forme et à la taille de son crâne qui à l'époque, selon certains, était la cause de la folie. Il affirme donc que Jeanne souffre d'hystérie, d'épilepsie et de crétinerie, mais également qu'elle souffre d'une certaine perversion et de sadisme à l'égard des enfants. Il rajoute qu'aucune explication ne pourrait justifier ces crimes. Pour en être certain, le juge fait examiner Jeanne par 3 autres médecins aliénistes, et pour eux aussi, ça ne fait aucun doute qu'elle est atteinte d'aliénation mentale, et donc irresponsable sur le plan pénal. Elle échappe alors à la prison et est déclarée folle. Elle est enfermée à l'asile de Maréville, près de Nancy. Là-bas, elle passe ses journées à lire des romans d'amour en souvenir de Monsieur Robert, mais elle se bat aussi avec les autres malades et les gardiennes qui finissent par lui mettre une camisole. Elle réussit à s'échapper en 1909, mais elle est vite retrouvée au bout d'un mois. Enfermée à nouveau, elle trouve la mort 10 ans plus tard, en 1918, d'une néphrite à l'âge de 43 ans. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau scène d'horreur.